Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le journaliste et animateur Pierre-Jean Séguin. Natif de Hull, Pierre-Jean Séguin étudie en radiodiffusion au Collège Algonquin d'Ottawa. Après une carrière de 15 années à la radio, il s'établit à Montréal où il est journaliste pour l'émission JE à TVA. De retour en Outaouais, il devient chef de pupitre pour V Gatineau en 2010. Pierre-Jean Séguin, d'abord, j'ai envie de vous remercier du temps que vous avez accepté de nous consacrer. Merci de nous permettre de connaître un petit peu l'homme derrière Montréal, le lecteur de nouvelles sérieux, celui qu'on voit tous les soirs. Ou plus ou moins sérieux, ça dépend des soirs. Oui, ça dépend des chroniques, surtout quand on parle de sport avec Fred Gagné, c'est tout sauf sérieux. Donc, on disait dans la mini-biographie que vous êtes natif de Hull, grosse famille qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Famille de 7 enfants. Toute la famille, d'ailleurs, tous les membres de ma famille habitent encore dans la région de Buckingham, Gatineau dans l'Est. J'ai un frère de décédé, alors tous les enfants sont ici dans le coin. Et vous venez, vous me disiez, d'une famille quand même assez à l'aise. Vous auriez pu faire des études assez prolongées, assez poussées, mais vous avez fait des choix différents. Il n'y avait pas d'obstacle de ce côté-là, du côté de mes parents, qui étaient prêts à m'envoyer à l'université aussi loin que je voulais aller. Sauf que j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de un, je savais jeune que je voulais que je voulais un jour être journaliste. Et journaliste à la télévision, ça s'est précisé un peu par la suite. Et je me suis dit, moi, avant tout, ce que je veux faire, c'est du terrain et le faire le plus vite possible. Alors, c'est le choix que j'ai fait. Dès l'âge de 17 ans, déjà, je commençais des emplois à temps incomplet à la radio, à CJRC à l'époque. J'ai eu le bonheur, Michel, d'avoir comme enseignant Michel Monpetit, professeur de radio, qui, lui, travaillait déjà, faisait la lecture des bulletins de nouvelles à CJRC, qui m'a présenté au patron de l'époque à CJRC, Pierre Donnet, avec qui je fais des capsules, d'ailleurs, sur le droit notarial, sur les ondes de V. Alors, Pierre Donnet m'a donné ma chance à la radio, après m'avoir été référé par Michel Monpetit. Alors, j'ai pu commencer avec ces grands professionnels de l'information qui m'ont montré les jalons du métier. Et tranquillement, j'ai complété mes études. J'ai des études quand même en radiodiffusion, rien de substantiel. 2 ans en radiodiffusion au Collège Algonquin. Avant la cité collégiale, c'était le Collège Algonquin. J'ai quelques mois d'études à Jonquière en arts et technologies des médias. D'ailleurs, je suis parti dans une grève. Ça nous rappelle peut-être collectivement des souvenirs, la grève dans le milieu collégial. Mais je suis parti aussi à l'époque, à Jonquière, au début des années 80, dans un contexte de grève étudiante. Et c'est là où je me suis retrouvé au Collège Algonquin pour compléter cette formation de 2 ans en radio-télédiffusion. Avec le recul, est-ce que vous avez certains regrets? Parce que vous me parliez, là, vous n'êtes pas allé à l'université. Certains regrets de ne pas justement avoir suivi cette formation-là? J'ai de petits regrets de ne pas avoir de bac, de ne pas avoir de maîtrise peut-être aussi. Oui, j'aurais aimé compléter des études universitaires, mais ça, quand j'avais 20 ans, les études universitaires m'en balançaient pas mal. Alors, j'ai fait le choix, je vis avec ce choix-là. C'est sûr que au fil des ans, j'aurais pu opter pour l'université, ne serait-ce qu'à temps incomplet, comme le font d'ailleurs beaucoup de gens, de mes amis, entre autres, qui ont complété leur formation. Mais j'ai choisi autre chose. Puis j'ai fait ce métier-là, j'exerce ce métier-là, je ne veux pas le dire au passé, je suis encore dans le présent, je suis encore là, depuis une trentaine d'années, puis je ne me plains pas, puis je suis chanceux même d'avoir un emploi, chef d'antenne, une antenne régionale, mais quand même, je suis très heureux là-dedans, je touche à tout, je fais ce que je veux, j'aborde les sujets que je veux. Alors, la formation universitaire est un peu lointaine dans ce contexte-là. On parle évidemment là, de vos débuts, donc les débuts qui se sont faits à la radio. Vous le disiez tantôt à CJRC. Oui. Évidemment, le médium de la radio a changé beaucoup là, depuis le début. Qu'est-ce que vous voyez là, comme changement depuis vos tout débuts à la radio? Bien, c'est drastique. C'est vraiment le jour et la nuit. Moi, quand je suis rentré au début des années 80 dans la salle des nouvelles à CJRC, il y avait 7, 8, 9 journalistes à la radio, une antenne régionale. On ne voit plus ça aujourd'hui. Et pourtant, il y a des stations dans le marché qui ont des codes d'écoute supérieurs à ce qu'on avait à l'époque, il y a 30 ans.
Alors, la vie a changé. Il y a les médias sociaux dans tout ça aussi. Tout le monde fait de l'information, tout le monde en fait un peu, tout le monde survole. Alors, c'est ça aujourd'hui. On fait du survol. On a besoin de moins d'effectifs. On a même des bulletins de nouvelles enregistrés qu'on diffuse. Ça fait partie de la réalité des médias des années 2012 et autres. Évidemment, médias sociaux, vous l'avez abordé rapidement. On ne peut pas nier là, que maintenant les gens sont informés là, à la seconde près. Donc, on n'a plus besoin d'attendre le journaliste, on n'a plus besoin d'attendre le bulletin de 18 heures. En quoi ça vient changer la vie justement des journalistes et est-ce que ce sont des médiums, des médias que vous utilisez vous-même? Ah, c'est clair que je les utilise. Ça ne donne rien de te battre contre ça. Tu te bats contre des phénomènes de société. C'est un combat perdu. Alors, tu dois composer avec ça et apprendre à utiliser ces outils-là. Et j'ai appris à le faire pour Facebook. Je suis très, très, très présent sur Facebook. Je ne vous dis pas que je commente tout ce que je vois et j'entends et je lis. C'est pas vrai. Je ne le fais pas. Je me garde une petite gêne, mais je regarde ça aller, l'ensemble des informations sur le mur, mes amis Facebook. J'ai quand même un bon nombre d'amis. Et j'apprends beaucoup de choses. C'est là où ça doit servir d'outil pour le journaliste qui est allumé, qui dit « Hey, telle situation, tel propos entre ces deux personnes-là, intéressant, il y a peut-être de quoi fouiller là. » Et ça m'a amené souvent d'ailleurs des nouvelles en ondes. Alors, il faut apprendre à utiliser ces outils-là, il faut s'en servir à bon escient, il faut valider, il faut vérifier, il ne faut pas prendre tout cuit dans le bec ce qu'on voit là, parce que très souvent aussi, il y a beaucoup de ragots là-dedans, il y a beaucoup de nouvelles, ça ne tient pas de bout, ce n'est pas des nouvelles, puis c'est du commentaire gratuit, puis c'est l'homme qui a vu l'ours. Alors, il faut départager tout ça, essayer de le faire à tout le moins. Mais je n'utilise que Facebook. Je n'utilise pas beaucoup d'autres. Twitter, je ne suis pas très présent là-dessus. Je voudrais bien, mais les minutes manquent dans la journée pour tout faire, alors je choisis. Et je pense aussi que la majorité des gens sont avant tout sur Facebook. Twitter est très, très, très présent chez les gens de la communication, les journalistes, les décideurs politiques. Là, Twitter est très, 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 très présent. Mais Facebook, c'est la masse. Et c'est pour ça que je choisis ce moyen-là. Comme journaliste, Pierre-Jean Séguin, est-ce qu'on est capable d'enlever son chapeau de journaliste et de ne pas voir ce qui se passe autour de nous, même en vacances? Est-ce que vous suivez quand même de très près l'actualité? Oui, j'essaie de débrancher. Je l'ai fait d'ailleurs au courant de l'été. J'ai tiré la plug un peu, là. Mais je ne suis pas capable complètement. Et mon BlackBerry, là, je ne l'ai pas sur moi, je l'ai laissé à la régie, mais il n'est jamais loin. Alors là, j'ai mes courriels. Alors, tout ce qui rentre au bureau, je l'ai sur mon BlackBerry. Je ne peux pas me passer de ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, pas dans le fin détail, pas au moment, à tout moment, mais il faut qu'à un moment donné, pendant la journée, j'ai accès à certaines informations. C'est ma nature même. Je ne peux pas rester débranché très longtemps. Vous avez, à un moment donné, fait le saut, cette partie de la radio, vers la télévision, des circonstances. On peut presque faire un emploi là, sur un plateau d'argent. Ouais. Mais le médium de la télévision, ça change complètement. Comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle réalité-là? Je voulais faire de la télévision depuis longtemps, avant qu'on m'offre, qu'on me propose quelque chose. Mais ça n'arrivait pas, la proposition. Et j'avais parlé à certaines personnes aussi. Je n'attendais pas que ça tombe du ciel nécessairement, parce qu'il faut faire des démarches à un moment donné, démontrer son intérêt. Et ça n'avait jamais fonctionné. J'ai fait quelques chroniques à la télévision pendant mes 15 ans de radio, mais un jour, le téléphone a sonné. C'est Jean Gagnon, qui est aujourd'hui au Journal Le Droit, qui m'appelle, qui est à TVA à ce moment-là, et qui me dit « Hey, j'aimerais ça voir, ça te tente-tu de faire du reportage? J'aimerais ça t'offrir quelque chose, reporter, faire du remplacement cet été. » Il m'a tendu la perche, j'ai sauté là-dessus. Et 2 mois, 3 mois plus tard, on m'offrait la chaise de présentateur. Alors, il faut croire qu'il a vu un certain potentiel. Moi, je le prends comme ça. Mais j'étais flatté du fait qu'on me propose cet emploi de prestige-là après si peu de temps passé à la télévision. Bien que j'avais quand même mon bagage radio, j'avais quand même 15 ans de journalisme radio, ce qui n'est pas rien non plus, à faire du fait divers, à faire du drame humain, à faire de la politique, à faire du palais de justice, à faire de la vie municipale. Tout ça, c'est un bagage qui n'est pas achetable, là. Alors, j'ai transféré ces connaissances-là à la télévision en tant que chef d'antenne.
Et aussi, je me proposais de faire des dossiers. Je faisais des dossiers occasionnels à TVA. Mais c'est allé vite à la télé. Il y a eu un effet d'entraînement. J'ai eu une proposition à un moment donné de Radio-Canada. Je suis allé à Radio-Canada. J'ai fait 6 mois. Je n'ai pas aimé ça. Je suis parti d'un contexte de crise. En plus de ça, j'avais fait une déclaration malheureuse et on m'a indiqué la porte de sortie. Je l'ai pris. Je n'ai pas contesté. Et là, je suis revenu par la porte d'en arrière. Je suis revenu à TQS à l'époque. Et une fois que j'ai eu fait TQS, là, on est rendu en 97-98. Là, je me suis dit, je vais tenter autre chose. Je veux passer à autre chose. Je veux voir autre chose. J'ai décidé d'opter pour Montréal à ce moment-là. Une des choses qui est différente entre la radio et la télévision, évidemment, il y a l'image, donc on doit s'assurer d'être bien mis, et ça fait partie, là, si on veut, du métier. Par contre, il y a aussi la reconnaissance des gens, alors qu'à la radio, les gens reconnaissent votre voix, ne vous connaissent pas personnellement. Toute une adaptation, j'imagine, pour celui qu'on reconnaît maintenant dans la rue. L'effet est un peu enivrant quand on commence à faire de la télévision. Aujourd'hui, je sais pas, je commence à faire de la télé en 96. Aujourd'hui, une douzaine d'années plus tard, c'est ça, une douzaine d'années, hein? 14 ans, oui. C'est autre chose. Et on recherche moins ça aussi. Moi, j'ai 50 ans. Je ne recherche pas vraiment l'effet télévision. Mais au début, c'est enivrant, c'est flatteur, c'est bon pour l'ego même, de se faire reconnaître, de se faire voir, de se faire aborder par des gens qui autrement ne t'auraient jamais abordé, probablement. Alors, mais une fois que cette aura-là disparaît, c'est parfait, là. Passer inaperçu, je ne demande pas mieux. Souvent, quand on est au supermarché, quand on fait ses emplettes, quand on parle avec des gens, on ne veut pas toujours être perçu et vu comme le journaliste. Évidemment, on dit qu'au Québec, on est bon public, mais est-ce que vous avez quand même eu des gens là, qui se sont approchés peut-être d'un petit peu trop près parce qu'on a presque l'impression de vous connaître personnellement tant vous entrez là, de près dans nos salons? Mais on n'est pas à Hollywood non plus, puis c'est pas le phénomène Michael Jackson, puis tout ça. Mais oui, c'est arrivé des situations inconfortables où des gens s'assoient. Tu es en train de manger au restaurant, des gens s'assoient, ou parce qu'ils sont impressionnés, ou parce qu'ils veulent te conter leurs problèmes, parce que de ça aussi. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à écouter les doléances des gens. D'ailleurs, très souvent, c'est inspirant pour des reportages. Mais c'est sûr que quand tu es en train de manger au restaurant puis que tu es en train de lire le journal en même temps pour gagner du temps, parce qu'on essaie toujours de... c'est sûr que ça devient un peu inconfortable. Mais il n'y en a pas eu une tonne de ces situations-là. Mais après coup, on en rit. Dans votre parcours, évidemment, il y a eu toute la période de Montréal, la période de JE, dans l'ombre presque là, de Gaétan Giroir qui venait tout juste de se suicider. Ouais. Alors, si vous permettez, Pierre-Jean Séguin, on prend une pause et on continue d'en discuter tout de suite après. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour en entretien pour continuer notre discussion avec Pierre-Jean Séguin. Pierre-Jean, tout de suite avant la pause, juste avant la pause, je disais qu'on allait parler de votre aventure JE. Si on connaît une émission qui est différente et qui veut tenter de régler des dossiers, c'est bien JE. Et vous êtes arrivé quelques mois après le suicide de Gaétan Giroir. Son nom planait encore vraiment beaucoup dans le... C'est clair, il y avait comme un traumatisme chez les gens qui l'ont connu, avec qui il a travaillé. Il y avait effectivement, son aura était là. Gaétan, moi, je ne l'ai
pas connu. Je l'ai croisé à une occasion, on me l'a présenté. Mon grand ami François Lessard m'a dit, François Lessard qui était à CJS à ce moment-là, on se présente dans un congrès de journalistes à Québec. Il dit, Gaétan, il faut que je te présente Pierre-Jean Séguin. Parce que moi, je tripais, je le regardais aller, ce gars-là. Je dis, Colin, j'aimerais ça travailler avec ce gars-là. Il y a une dynamique en ondes et un champ d'intérêt aussi avec... On a des affinités, on a des atomes crochus. Et là, on s'est salué comme ça, on s'est serré la pince, puis il dit, un jour, il faudrait qu'on travaille ensemble. Mais il dit, tu devrais commencer comme recherchiste. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sot. Sauf que la journée où je me suis senti prêt à faire quelque chose, puis à poser un geste, puis à appeler quelqu'un à JE, puis dire, hey, je vous offre ma candidature, faire de la recherche, puis faire du terrain aussi. Je suis journaliste en Outaouais, puis je fais ça depuis X nombre d'années. Bien, lui, il était parti là. Son décès est survenu quelques mois avant. J'ai travaillé avec Jocelyne Cazin, qui était animatrice de JE à ce moment-là. Qui était la co-animatrice, d'ailleurs, avec Gaétan Giroir. Absolument. C'était des amis intimes, là. Et écoute, cette femme-là a vécu, d'une certaine façon, l'horreur. C'est de voir ton allié disparaître, choisir de s'enlever la vie. Puis après ça, tu dois faire abstraction de tout ça, parce que l'influence dans le public de Gaétan Giroir, elle était immense, là. Tu dois faire abstraction de ça pour continuer ton émission et continuer à œuvrer. Et tu te fais parler de Gaétan Giroir 260 fois par jour par des gens qui disaient « Ah, Mme Cazin, vous devriez trouver ça dur, hein, M. Giroir, tout ça. » C'était the talk of the town pendant 2 ans, 3 ans. Ça a traîné pendant 3 ans facilement. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis certain qu'elle se fait aborder, Jocelyne, en se faisant poser des questions sur Gaétan. Alors, tout ça te retrempe tout le temps là-dedans. Il y avait un contexte très particulier. Au-delà de ça, au-delà de cette fatalité-là, j'ai adoré personnellement mon expérience à JE. J'ai bien aimé ça. Pendant 2 ans, c'était un 2 ans intensif. Je travaillais 6 jours par semaine. J'habitais pas très loin des locaux de TVA, des studios de TVA. Et je te jure, je rentrais la fin de semaine, le samedi, le dimanche. J'étais attentif à tout ce qui se passait au Québec. On est allé faire des reportages un petit peu partout d'ailleurs, aux 4 coins de la province, pour voir des situations. J'ai généré des histoires aussi là-dedans, de bonnes histoires. Je me souviens entre autres d'une histoire que j'avais faite. J'en étais très fier parce que je l'ai trouvée moi-même. C'est pas tombé du ciel. Je suis en voyage en République dominicaine pour faire un suivi sur un Québécois qui est assassiné là-bas, puis que la famille trouve que l'enquête policière a été bâclée en République dominicaine. Et là, on me met en contact avec une prostituée qui connaît un Québécois qui fait des réservations de prostituées auprès des clients du Québec là-bas. Et j'ai su par la suite qu'il recevait des prestations d'aide sociale. Ses chèques étaient déposés dans son compte de banque. Toi et moi, les gens qui nous regardent, payaient pour ça, pour ce proxénète québécois qui allait 6 mois par année. Dont on parle. Tu te souviens de ça? Tout à fait. Ah oui? Tout à fait. Il y avait Papa André, Tony. On vous a même eu un blâme là, de la part Oui, le conseil de presse m'a blâmé parce que j'avais enregistré sans la permission un fonctionnaire au sujet du suivi qui allait être fait justement sur le fait est-ce qu'ils vont continuer à recevoir des prestations d'aide sociale. Oui, on avait jeté un blâme. Grosse tape sur la main. Grosse tape sur la main. Dans le fond, ce qu'on je n'ai fait que mon travail, voilà. Je vous dirais, Michel. Je n'ai fait que mon travail là-dedans et j'étais bien content du résultat parce qu'en bout de ligne, tu as 2 crapules proxénètes qui profitaient de l'argent que les contribuables leur versaient pour aller s'adonner à des activités illicites en République dominicaine auprès de femmes là-bas qui étaient abusées littéralement, dont on profitait. Alors, j'étais bien content du reportage et de son effet surtout, parce que ces 2 personnes-là n'ont plus reçu de prestations par la suite. Évidemment, JE, on parle journalisme d'enquête, on parle d'une émission qui dure, là, en fait, depuis très longtemps, qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce genre de télé-là est importante, là, justement pour les gens? Parce que là, on ne parle plus que des grosses, des multinationales. L'émission, vraiment pour les petites gens, pour les aider, si on veut, à s'en sortir. Des émissions indispensables, quant à moi.
c'est sûr que c'est plus l'intérêt du début des années JE. Ça s'use, comme toute chose s'use. Mais ces émissions où on défend les intérêts des consommateurs, des victimes, elles ont leur place, ces émissions-là. Je pense à La Facture aussi, qui fait du beau boulot là-dedans. Mais il y a de moins en moins de moyens à la télévision pour réaliser ces émissions-là. Alors, en bout de ligne, les tribunes sont rares, les émissions sont rares, et les moyens dont elles disposent, dont les acteurs qui œuvrent dans ces émissions-là disposent, sont de plus en plus rares aussi. Alors, c'est pas évident. Le contexte budgétaire, le contexte des médias fait en sorte que ce sont des émissions qui sont un peu plus marginales aujourd'hui. Lors de votre passage à Montréal, vous avez côtoyé de près Jean-Luc Mongrain, personnalité là, fort connue du monde médiatique. Comment ça s'est fait, le contact avec M. Mongrain? On a eu une belle relation, vraiment belle, parce que j'ai travaillé 4 ans, un peu plus de 4 ans pour le grand journal à TQS à Montréal. Belle relation. Moi, c'est quelqu'un que je vénère. Jean-Luc Mongrain, c'est mon idole. En termes de communicateur, je pense que c'est le meilleur. C'est le plus populiste aussi. Parfois, c'est un défaut, parfois, c'est une qualité. Ça dépend sous l'angle qu'on le voit. Mais c'est un gars qui a des anecdotes à raconter, qui nous racontait des trucs qu'il a vécus. C'est une ressource fantastique, Jean-Luc. Et si tu l'as de ton bord, on est un homme heureux sur notre... Oui, tout à fait. Oui, mais je ne parle pas juste des politiciens, là. Je parle des gens qui sont dans son entourage, des gens avec qui il travaille. S'il est de ton bord, c'est parfait. S'il n'est pas de ton bord, bonne chance. Ça ne durera pas longtemps. Alors, il y a un caractère fort, forcément, comme tous les gens qui sont en poste à ce niveau-là. C'est un chef d'antenne qui était vénéré, littéralement, du public. Mais j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai aimé travailler avec lui. J'ai aimé échanger avec lui en ondes, mais en dehors des ondes aussi. Et ça me laisse un très, très beau souvenir, ces 4 années et demie passées à TQS à Montréal. D'ailleurs, j'ai revu récemment des collègues caméramans. Je vais faire une fois de temps en temps un tour à Montréal. Et j'ai revu des collègues, puis on s'est remémoré tous ces bons souvenirs-là. Et c'est pas près d'être surpassé, ces beaux souvenirs-là. Vous êtes revenu, et c'est par choix que vous avez fait le choix de revenir dans la région de l'Outaouais. Et par la suite, vous vous êtes retrouvé là, à l'emploi d'RNC Média, d'abord TVA, TQS, V, tout ça. Oui, exactement. Alors, j'ai vécu autre chose. Mon fils m'a ramené ici. Mon fils qui s'apprêtait à commencer l'école. Bon, le décès de ma mère aussi, forcément, je perdais mon pied à terre. Parce que moi, quand j'étais à Montréal pendant 7 ans, enfin, à partir de la naissance de mon fils, pendant 5 ans, je me rapatriais les fins de semaine. Alors, je faisais la navette Montréal, Gatineau, l'Ange Gardien, en fait, tout près. Alors, c'était très dur, mais j'avais mon pied à terre. Ma mère était toujours là. Sauf qu'au décès de ma mère, il a fallu penser à autre chose. Et comme je me suis toujours dit que je voulais me rapatrier au moment où Michael, mon garçon, commençait l'école, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une opportunité de revenir à Radio-Canada. C'est comme ça que je suis revenu en Outaouais après mon passage de 7 ans à Montréal. Et là, on m'a tenté par la suite, on m'a offert un poste du côté de TVA et j'ai fait le saut par la suite à V. TQS qui est devenu V. Ouais. Alors, j'ai vécu un autre type de transition. Dans la vie, si tu ne t'adaptes pas, tu as un problème. Mais je pense que je suis un bon exemple d'un gars qui est capable de s'adapter d'un marché à l'autre, d'une station à l'autre, selon les besoins et selon les emplois qui sont disponibles. En 2010, on vous a offert le poste de chef d'antenne du Grand Journal à V et on vous a donné carte blanche. On sait que, bon, on ne travaille pas nécessairement en Outaouais avec des gros moyens financiers et vous vouliez faire un bulletin de nouvelles là, qui se démarquait. Comment vous avez pensé ce journal-là? J'ai pensé à des collaborateurs, première chose. J'ai déjà bâti un réseau de collaborateurs. Que ce soit le sport, que ce soit les finances, que ce soit différentes chroniques que je voulais avoir dans cette émission-là pour soutenir un peu l'actualité du jour. Alors, c'est comme ça. J'ai appelé des gens, j'ai brassé des cartes, j'ai demandé à certaines personnes de devenir mes collaborateurs. Puis c'est comme ça que j'ai pu bâtir l'émission qu'on connaît aujourd'hui, puis qui commence, porte ses fruits, qui est positive d'une certaine façon.
qui est très stimulante. C'est une demi-heure, c'est du local, comme vous faites d'ailleurs, et que vous faites bien, avec des moyens qui, oui, sont parfois limités, mais il faut être imaginatif. Puis on utilise des ressources. Je parlais de Facebook tout à l'heure, puis on utilise du visuel qui se trouve sur Internet parfois parce qu'on ne peut pas être présent partout. Alors, il faut être imaginatif et livrer un menu intéressant. Il faut que ce soit des sujets qui fassent parler. Et c'est pour ça que très souvent, dans mes bulletins, j'évacue de la politique. J'ai moins de politique que d'autres pour en avoir, parce que c'est un choix que je fais. Je veux être grand public le plus possible pour aller chercher le plus grand auditoire possible. Évidemment, j'aimerais qu'on parle en terminant du Fonds d'amélioration des télévisions. On sait que le CRTC, début de l'été 2012, a décidé de réduire le fonds, qui est une partie d'argent qui va pour aider les télévisions généralistes. Est-ce que vous pensez, en terminant, que ça peut nuire à ce qui se passe là, ici, localement, en Outaouais? Je serais bien menteur si je vous disais le contraire. Oui, je pense que ça va nuire, le fait qu'on ne reconduise pas ce fonds-là. Je pense que ça va nuire à la télévision régionale, la nôtre, entre autres. Forcément, les radiodiffuseurs n'ont pas tous les moyens, toutes les ressources financières nécessaires pour produire des émissions régionales, des émissions d'intérêt public. Alors, c'était un coup de main qu'on avait, là, des radiodiffuseurs, des câblo-distributeurs plutôt, pour financer une partie de la production. Et là, le CRTC en a décidé autrement. Le CRTC est maître dans ces décisions-là. Ça y appartient, sauf que tôt ou tard, on peut en subir les conséquences. Ça sera à mon employeur RNC Média d'évaluer qu'est-ce qui pourrait disparaître ou qu'est-ce qui pourrait être retranché. Mais je trouve ça regrettable, personnellement, qu'on ait perdu ça parce que de la production locale, on en faisait, de la production régionale, on en faisait. Je pense qu'on le faisait bien avec les outils qu'on avait. Mais on perd quoi, là? 1 million par année pour un petit diffuseur? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il faut que le gouvernement nous donne aussi un petit coup de main. Alors, c'est évident qu'on va suivre ça de très près. Merci infiniment, Pierre-Jean Séguin, pour cette entrevue-là. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Entretien. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. Ici Michel Pilote. Bonsoir.